En 1970, le terme bioéthique naissait sous la plume du biochimiste américain Potter. Aujourd'hui, grâce au progrès de la science et au CRISPR-Cas9, enzyme permettant de couper l'ADN, on peut modifier les gènes donnés par Mère Nature sur tout être vivant. Mais cette immense découverte soulève de nouvelles problématiques, en particulier concernant l'humain et les bébés génétiquement modifiés. En effet, un embryon est considéré comme transgénique à partir du moment où ses gènes sont modifiés, par la suppression de certains de ces gènes ou l'insertion de gènes étrangers. Promesse pour certains, cauchemar pour d'autres, maintenant plus que jamais, la bioéthique est au centre du débat médiatique, politique, économique, scientifique et moral. Alors, dans quelle mesure peut-on modifier le génome d'un embryon humain ? En 1997 déjà, le film Bienvenue à Gattaca d'Andrew Niccol imaginait un futur proche où les gamètes des parents seraient sélectionnés afin de concevoir des enfants quasi parfaits. En voici un extrait. Il ne reste plus qu'à choisir le candidat le plus compatible. Tout d'abord, nous pouvons choisir le sexe. Y avez-vous réfléchi ? Oh, nous voudrions que Vincent ait un petit frère, vous voyez, pour jouer avec lui. Bien sûr, ça va Vincent. Bien, vous avez spécifié des yeux noisettes, des cheveux châtains et la peau claire. J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiel tels que calvitie prématurée, myopie, alcoolisme et prédisposition aux dépendances, tendance à la violence, obésité, ce genre de Nous ne choses. voulons pas qu'il ait des maladies, certes, mais... Oui, nous demandions seulement si ce serait bien de laisser quelques petites choses au hasard. Vous voulez donner à votre enfant le meilleur départ possible ? Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections. Non, votre enfant n'a pas besoin de fardeau supplémentaire. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous. Simplement le meilleur de vous. Mais comme le relate le documentaire de Thierry Robert pour Arte, nous sommes en voie de réaliser la dystopie de Niccol, et les bébés à la carte pourraient devenir la norme si un débat n'est pas engagé face à ce glissement eugéniste. Afin d'y voir un peu plus clair, regardons ce qu'en pense la loi. En un quart de siècle, on constate que la loi de bioéthique française a dérivé et a légalisé ce que la science rendait possible. La recherche sur l'embryon humain est emblématique en la matière de l'assouplissement de nos lois de bioéthique. L'embryon est la plus jeune forme de l'être humain. C'est la raison pour laquelle le droit international européen français le protège. La première loi de bioéthique, en 1994, a posé une interdiction absolue sur la recherche de l'embryon humain. Mais 10 ans plus tard, le 6 août 2004, la loi autorise limitativement et strictement leur recherche et expérimentation. Par la suite, en 2011 était mis en place un régime dérogatoire. L'interdiction était toujours le principe, avec quelques exceptions strictes. En 15 ans, la recherche sur l'embryon a été révisée 5 fois. Il n'y a jamais eu autant de révisions juridiques d'un régime qui est censé réguler une recherche. Aujourd'hui, divers articles et lois encadrent les pratiques de bioéthique, comme le Code de santé publique ou encore le Code civil. L'article 16-4 limite les pratiques sur l'embryon en France. Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Ou encore, sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée au caractère génétique dans le but de modifier la descendance de la personne. Cette loi pose ainsi le principe selon lequel il est interdit d'apporter au génome humain, tant chez un homme déjà né que chez un embryon, des modifications qui pourraient se transmettre à la descendance. Cette interdiction, qui résulte de l'article 13 de la Convention d'Oviedo, est néanmoins assortie de limites. Les interventions sur le génome humain peuvent en effet être autorisées, dans le cadre de recherches in vitro, à des fins de prévention ou de traitement des maladies génétiques. Pour faire une comparaison, à l'étranger, la législation n'est pas la même. Certains pays acceptent déjà, au-delà des détections des maladies génétiques, de modifier les gènes d'embryon dans le but de choisir le sexe de l'enfant ou des signes physiques particuliers comme la couleur des yeux. La Thaïlande, les États-Unis dans la plupart des États ou encore la République turque de Chypre du Nord offrent en effet ces possibilités qui paraissent pour le moins immorales. En philosophie aussi, la question des bébés éprouvettes fait débat. Ainsi, pour le philosophe moderne Loren Lomatzki, chaque personne possède une sorte de souveraineté sur sa propre vie, et cette souveraineté exige qu'il lui soit accordé une zone d'activité protégée dans laquelle elle soit libre de tout empiètement de la part d'autrui. Surtout, la bioéthique soulève la question du statut de l'embryon, déjà débattu pour l'IVG. Est-il porteur de droits ? Un autre problème tout aussi ardu est celui de la motivation des parents. Est-il moral de vouloir telle et telle spécificité pour son futur enfant ? Pour nous éclairer, 2 écoles se distinguent. Il y a d'abord les déontologistes qui s'appuient sur Kant pour qui toute décision morale obéit à l'impératif catégorique, c'est-à-dire qu'elle doit être conforme à la raison.
De l'autre côté, les utilitaristes suivent la démarche de John Stuart Mill pour qui les actions sont bonnes dans la mesure où elles tendent à accroître le bonheur. L'utilitarisme fait le calcul. Si les bénéfices sont supérieurs aux risques, alors l'action est bonne. Pour résumer, ce qui compte pour les déontologistes est de savoir si le risque de modifier le génome de l'embryon aurait été susceptible d'être accepté par le futur enfant, indépendamment des bénéfices attendus. Tandis que pour les utilitaristes, il faut savoir si le risque vaut la peine d'être pris. Cependant, ces fameux risques encourus lorsqu'on touche à l'ADN sont rarement connus à l'avance, d'où la difficulté de trancher. Enfin, d'autres philosophes comme Peter Sloterdijk replacent les progrès de la science comme l'évolution de l'humanité vers son amélioration, chose qu'elle n'a cessé de faire à travers les âges. Et au fond, on peut aussi retourner la question. Est-il moralement juste de ne pas agir si nous avons la technologie pour prévenir des maladies mortelles ? Mais alors, quelle solution à ce problème ? Certes, les gouvernements ont déjà réfléchi à la question. Il existe, comme le disait Inès, des lois strictes qui limitent ces activités. Il est évident que dans un cadre strictement médical et dans le cas où la vie du futur nourrisson sur le long ou court terme est en péril, alors ces pratiques semblent judicieuses. Néanmoins, sous cette condition, il faudrait faire presque du cas par cas afin de déterminer si tel ou tel embryon rentre dans le cadre de la loi. En revanche, pour ce qui est des enfants dits à la carte, la question reste plus fermée. Il est évident que la proposition semble alléchante, notamment pour des personnalités publiques pour lesquelles l'enfant correspond à une machine à sous qui ne cesse de rapporter. Mais un enfant, ce n'est pas une cuisine que l'on choisirait chez Ikea en fonction de ses goûts. L'aspect philosophique le montre. La surprise de la nature et le fruit du hasard donnent la beauté à un être. Dans le cas où ces pratiques sont tolérées, alors les enfants naissent et ressemblent plus à une tendance. Supposons que la tendance soit aux yeux bleus et aux cheveux blonds, des générations entières seraient similaires, ce qui détruirait la beauté et la nature de l'humanité, qui ne fait pas deux éléments pareils. Même Enora et Gladys, vous êtes différentes. Ce problème de ressemblance était au programme du parti nazi, qui mettait en avant l'eugénisme, éradiquer tous les handicapés mentaux et physiques ainsi que les races inférieures pour faire de l'Allemagne un pays composé d'êtres supérieurs à la moyenne. Il est évident que cette question est éthiquement dérangeante. Nous ne pouvons pas fournir une réponse précise, car elle porte sur la morale. Le débat pourrait être sans fin, comme ce fut et c'est encore le cas sur l'IVG en France ou dans le monde. Néanmoins, ces pratiques peuvent impacter directement l'humain qui n'est encore qu'un embryon. Il nous paraît évident que la nature prime sur les envies des hommes, d'autant plus quand ils peuvent impacter la vie humaine. Les enfants à la carte constituent un enjeu principalement économique. L'enfant lui-même n'accorde pas son consentement et peut être la victime de ces pratiques.